Bonjour à tous d'abord un grand merci aux organisatrices du colloque et surtout Amina pour avoir organisé cette séance en virtuel pour permettre à certaines personnes comme moi de pouvoir présenter à distance. Donc, voici mon backup recording au cas où on a un souci de ma conférence qui s'intitule Méthode de transgression, l'autothéorie contre l'hétéronormativité, et ça va comme suit. Au cours des dernières années, on me demande souvent, autant à l'université que dans la vraie vie, et oui, ici, la séparation est voulue, qu'est-ce que c'est que l'autothéorie au juste? La réponse facile, un genre littéraire hybride qui combine autobiographie et théorie critique, laisse souvent mes interlocutrices sur leur faim. Et je les comprends. Dans le contexte socio-politico-économique actuel, les enjeux de forme artistique et d'esthétique pèsent peu contre l'inflation. L'art pour l'art, alors que la planète brûle, ne suscitera peu d'empathie lorsque votre subvention de recherche ne vous sera pas accordée. Et en fait, c'est justement pourquoi l'autothéorie m'apparaît plus pertinente que jamais. Parce qu'elle remet la forme dans l'équation. Non seulement comme l'un de ses éléments, mais comme la formule même, celle qui permet l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Au cours de récents événements scientifiques, j'ai proposé de penser l'autothéorie selon d'autres catégories, dans un désir certes d'échapper au processus d'exclusion de la classification, source d'une prétendue objectivité plus contrôlante qu'autre chose. Pas qu'une forme ou un genre littéraire, mais une disposition. L'autothéorie comme disposition ayant été l'une de mes propositions. Celle de l'autrice qui s'ouvre à l'impact de la théorie critique sur sa vie, sur son être, sur sa manière de percevoir et d'être au monde. Aujourd'hui, la proposition que je souhaite explorer consiste à penser l'autothéorie comme méthode. Et pas n'importe quelle méthode. Une méthode féministe qui inscrit la pensée critique et l'écriture littéraire comme geste d'émancipation hérité du Bildungsroman. L'autothéorie comme méthode de transgression de l'hétéronormativité, de dépassement de la société patriarcale capitaliste. Pour ce faire, j'analyserai de plus près Vieille fille de Marie Coq, paru en 2022 aux éditions de la Découverte. Ce texte me permettra d'articuler 4 approches méthodologiques particulières à l'autothéorie, soit 1. L'appropriation des stéréotypes, 2. L'inclusivité du dialogisme, 3. La citation comme art de la solitude, et 4. La lecture comme geste polyphonique. Il s'agira ici de penser ces techniques littéraires comme positionnement, ouvrant vers la diversité et vers l'écart face à la norme sociale et aux conventions artistiques. Ce n'est pas une littérature qui cherche à développer des outils, des manifestes ou des politiques d'action révolutionnaire. Là n'est ni sa mission ni son ambition. C'est son approche même de la forme qui en fait une méthode. Le déplacement du lieu théorique est en soi transgressif. Le mettre côte à côte du récit autobiographique est un acte des plus déroutants. Mais ce que je tenterai surtout de démontrer dans cette analyse, c'est que les idées nouvelles, celles qui peuvent vraiment transgresser les codes sociaux, ont besoin d'une forme littéraire nouvelle pour se déployer à leur plein potentiel. En étant transgressive à son tour, la forme peut faire apparaître ce que la conformité efface, volontairement ou pas. Tout d'abord, une question se pose. Pourquoi est-ce l'hétéronormativité que l'on cherche à transgresser? C'est une bonne question parce qu'elle ne relève pas de l'essence de l'autothéorie en soi. Pourtant, les enjeux de genre font partie prenante du champ littéraire, dont la différence essentialiste a d'ailleurs contribué à la construction. Dans son plus récent ouvrage, Le sexe de la littérature, paru le 5 mars dernier, Martine Reed affirme que, je cite, « La littérature de langue française s'est inscrite dans une vision sexuée
de savoir et de pratiques artistiques sous toutes ses formes. Pendant des siècles, à travers ces figures d'hommes et de femmes de lettres, la littérature a constitué le reflet, au total peu déformant, de l'histoire et des pratiques sociales d'une société donnée, de ses résistances et de ses frilosités. Elle a été animée de forces conservatrices, mettant souvent en échec l'innovation, voire la rupture esthétique, ses réussites les plus spectaculaires ayant dans ce domaine, à de rares expressions près, d'autres fins. Fin de citation. Ce lien donc entre savoir, forme et innovation est ce qu'investit d'emblée l'autothéorie. En mettant en valeur d'autres types de savoir, notamment basés sur l'expérience, le corps, la position située du déploiement de la pensée critique, elle justifie son hybridité. Le récit intime n'est pas une mise en situation, ni une exemplification de la théorie, ni une juxtaposition poétique intertextuelle, elle est manière d'être au monde. Marie Coq entame d'ailleurs son texte par l'anecdote d'une journée à Marseille. Elle ouvre d'emblée dans une position octoriale qui l'inscrit dans l'affect et dans la vulnérabilité. Alors qu'elle se baigne dans la Méditerranée, elle se trouve soudainement dans un ressac, connu, sauf par elle, comme l'endroit des noyés, et se voit habitée par des pensées macabres avant d'être capable, enfin, de rejoindre la page. Je la cite. Mais, dans une forme de lucidité étrange, je me rends aussi compte qu'il y a toute une série de pensées qui n'adviennent pas. La perspective de mourir là, maintenant, ne déclenche pas de révélation dans un dernier sursaut. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait le tour du monde, de ne pas avoir été danseuse, de ne pas avoir fait fortune, de ne pas être célèbre. Je ne regrette pas non plus de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de compagnon, d'avoir vécu seule la plus grande partie de ma vie et de n'avoir personne à qui penser au milieu de ce petit bout de mer qui ressemble au grand large. Je suis une vieille fille et, à ce moment précis, cela m'aide à accepter que je suis probablement en train de prendre mes dernières respirations sur Terre. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, bien sûr, mais j'ai vécu une vie comme une autre, comme elles le sont toutes. Je suis là où je devais être. Fin de citation. L'absence de révélation est en soi une révélation. L'autrice frôle le pire et la peur l'amène à un constat évident, à la confession, à l'aveu d'une acceptation de la marginalité. C'est une expérience concrète qui mène à la théorisation, logique d'un savoir situé qui s'articule depuis une perspective incarnée. C'est le vécu qui la guide ensuite vers des lectures, vers une recherche à la fois scientifique et personnelle, qui a comme objectif de déconstruire l'injonction à l'hétéronormativité. Le parcours impose ainsi la forme, l'autothéorie comme méthode est d'un nécessaire épistémologique. Dans son ouvrage La riposte, Femmes, discours et violence, Laurence Rosier mentionne le texte de Marie Coq afin d'aborder la notion de stéréotypes dans le langage. Elle explique que ceux-ci sont ancrés dans les normes sociales et déploient en ce sens un jugement inévitable à l'égard d'autrui et à une assignation culturelle des plus négatives. Je cite. Vieille fille ne peut pas se comprendre qu'avec la mémoire d'une histoire des statuts sociaux des femmes. Il n'y a pas de sens indépendant, neutre du type une vieille fille, c'est une fille qui a un certain âge. Se retrouver qualifiée de vieille fille est une assignation sociale et ne relève pas d'un choix. Mais écrire un ouvrage à partir de cette étiquette pour en faire une réflexion large sur l'autonomie et les orientations possibles de vie dans une certaine marge sociale fait riposte. Dès lors, faire riposte, dans ce cas, c'est proposer, à partir du démontage d'une expression genrée et négative, une histoire alternative. Être vieille fille et l'assumer peut devenir aussi une forme d'empouvoirment. Fin de citation. Cette analyse linguistique ne s'ancre pas plus en profondeur dans le texte, mais elle offre une perspective importante quant à la possibilité pour le stéréotype, lorsqu'on procède à son appropriation et potentiellement à son détournement, de déployer une certaine forme d'agentivité.
La différence entre la solitude choisie plutôt que subie est alors ce qui permet de sortir de l'hétéronormativité, soit en faisant du hors-norme un élément positif et libérateur. Le texte de Marie Coq explore d'autres constructions stéréotypées de la femme seule à travers une recherche historique, notamment en s'intéressant à la figure de la recluse. C'est là où s'articule la dimension autothéorique de son travail, soit en incorporant des extraits d'ouvrages scientifiques lui permettant de faire le pont entre expériences vécues, telles que racontées dans le récit, et le savoir, ici déplacé hors du contexte institutionnel. Je cite. Les recluses ne sont pas les seules femmes à avoir tenté de vivre en dehors de la vie conjugale et ou familiale, et ne sont pas les seules non plus à avoir exercé un pouvoir, certes fragile, sur la cité. L'une des options qui ont été offertes aux femmes qui souhaitaient échapper aux affres du mariage et de l'enfantement a été de se soumettre à l'autorité divine. Comme le raconte l'historienne canadienne Elisabeth Abbott dans son Histoire universelle de la chasteté et du célibat, ces femmes se donnaient à Dieu, avaient en contrepartie le droit d'étudier, d'enseigner et d'entretenir des correspondances avec des hommes. Fin de citation. C'est en cherchant des modèles alternatifs que l'autrice arrive à confronter le savoir scientifique à sa situation personnelle. Cette mise en parallèle est donc méthodologique. Elle est permise par l'autothéorie qui déploie la forme nécessaire à la mise en relation. Il est ainsi possible de penser le dialogisme comme étant l'un des outils venant lier les différents genres, soit en suggérant que la dimension autobiographique se positionne par rapport à la théorie dans un mouvement à la fois de reconnaissance et de prise de contact. Pour Laurence Rosier, le dialogisme, tout comme le détournement de stéréotypes, font partie des stratégies de riposte langagière féministe. Et je la cite. Le point de vue situé oblige aussi à être modeste, tout en ayant la volonté, à partir de nos histoires personnelles, d'en dégager une trame, une lecture collective et politique qui entre en dialogue avec la mémoire sociale. Ce dialogue particulier entre le discours d'hier et d'aujourd'hui s'appelle le dialogisme, dont le principe fondateur implique la nécessité de penser toute parole ou production sémiotique avec du déjà là, du déjà dit et du déjà fait, ce qui, somme toute, devait sans doute inévitablement me mener à la riposte. Prendre la parole, c'est déjà au moins toujours répondre et, à son tour, questionner. Le dialogisme est donc un principe général et anthropologique qui organise les rapports entre les mots et les interlocuteurs, mais va aussi les hiérarchiser dans le monde social. Et le dialogisme va permettre de construire une autre mémoire en allant puiser d'autres lignées de textes et de voix alternatives, en l'occurrence celles des femmes et des minorités de genre. Fin de citation. À travers le dialogisme apparaît finalement peut-être le nœud de ma préposition, soit que c'est une fois sorti de l'hétéronormativité, autant d'un point de vue social que littéraire, en ayant à la fois la solitude, le temps et la forme nécessaires, que la pensée transgressive, indépendante et féministe d'un savoir situé peut se manifester. Écrire qu'on est une vieille fille, c'est affirmer qu'on pense et qu'on vit autrement, non seulement en s'émancipant de l'hétéronormativité, mais tout simplement peut-être en l'écrivant. Parce que, comme le rappelle Martine Reed, être une autrice en société, c'est déjà être dans la marginalité, autant historiquement que du point de vue social actuel, puisque l'écrire, c'est se choisir d'abord soi-même. Et une telle proposition est peut-être ce qui peut faire profondément frémir le patriarcat qui a tant besoin du temps et du travail des femmes pour se maintenir. Je la cite. Il n'empêche que l'entrée en littérature apparaît le plus généralement
dans la pensée collective comme une sortie de la voie commune, un pas de côté regrettable, voire dangereux. Elle engendre un processus d'intimidation aux formes nombreuses. Écrire sera toujours, de quelque manière et à des degrés divers selon la classe sociale à laquelle on appartient, déroger à une place, un rôle, un caractère. S'écarter de la voie commune en empruntant une route épineuse, même si l'audace est ensuite objet de fierté pour qui l'a tenté. Fin de citation. C'est également ce que propose Lorraine Bastide dans son récent ouvrage « Enfin seule », dans lequel elle rappelle la longue lutte menée par les féministes pour obtenir le droit de ne pas dépendre légalement d'un homme. Le droit de s'exclure de l'hétéronormativité peut bien continuer d'être perçu comme un choix hors du commun, mais il est ce qui donne aussi les conditions matérielles possibles à l'écriture. Alternant elle aussi entre anecdotes personnelles et dialogisme avec des citations littéraires et scientifiques, Bastide fait appel aux écrits de Gabriel Souchon afin de penser la sortie de la vie conjugale à l'égard de l'entrée en littérature. Je cite. Aux hommes, l'espace mental, aux femmes, la charge mentale. L'emploi de cette expression peut paraître anachronique dans ce contexte, mais c'est ce que j'entrevois quand je lis les mots de Souchon. Je la cite qui cite. Une femme ne peut cultiver son âme sans s'écarter du tumulte et des affaires qui la sollicitent sans cesse. Fin de citation de Souchon. Bastide continue. Elle a compris que l'on confisque aux femmes aussi leur temps à elles, leur horloge à soi. Pas d'heures creuses, pas de rêverie, pas d'ennui fertile. Elle comprend avec une lucidité terrifiante que les lois matrimoniales, les règles conventuelles et les obligations domestiques ne visent pas seulement à fabriquer des mères. Elles effacent des artistes, des philosophes, des citoyennes. La surveillance qui pèse sur les actes des femmes est à la fois la meilleure façon de les maintenir dans un rôle de servitude et de s'assurer qu'il n'y aura pas de rébellion. Fin de citation. Choisir l'autothéorie, c'est donc choisir une forme hors norme pour une activité hors norme, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Se débarrasser d'une structure ou d'une vie contrôlée déplace le sentiment de responsabilité envers autrui et de culpabilité envers soi-même. C'est une tentative de care, de soin, pour l'esprit, pour le processus créatif, pour la valorisation d'un savoir situé et incarné. Je vous laisse donc sur un dernier extrait de Vieille fille dans lequel Marie Coq explore l'espace et le temps libérés par le célibat, mais aussi comment il permet de libérer certains affects qui, à leur tour, sont vecteurs d'une potentielle méthodologie autothéorique. Je cite. Sortir du couple m'a permis de constater et d'accepter que je changeais au gré des événements qui façonnaient ma réalité, que je pouvais parfois être en pleine forme, parfois ramasser à la petite cuillère, et que les deux états avaient un droit équivalent à exister. Comme tout le monde, j'ai connu des périodes de dépression plus ou moins avouées, plus ou moins larvées. Étant seule, je me disais, si seulement j'avais quelqu'un sur qui compter, me reposer, quelqu'un avec qui partager ma peine et ma fatigue. Mais il y avait aussi ce que je ne voyais pas. Je ne mesurais pas ma chance de n'avoir pas à donner le change en passant la porte, de ne pas devoir rassurer l'autre sur mon état, ou tout au moins ne pas l'accabler avec ma baisse de régime. Je pouvais tenir à l'extérieur, conserver les apparences dans mon travail et donc éviter de me mettre en péril, ma condition d'indépendance. Et m'écrouler à l'intérieur de chez moi, sans que personne en subisse les conséquences ni ne vienne me demander des comptes une fois expiré le laps de temps où mes plaintes auraient été considérées comme recevables. Je ne mesurais pas ma chance de ne pas avoir à charge la joie du couple. Vivre avec quelqu'un, un compagnon, une compagne, des enfants ou des parents, implique de prendre en charge tout ou partie du bien-être d'un
ou d'une autre que soi. Un bien-être émotionnel, financier, éducatif, sexuel, psychologique, parfois. Tout ça à la fois. Fin de citation. Merci beaucoup.